Amis de la magie, bonsoir. Vous l'aurez peut-être remarqué en lisant le titre, il sera question aujourd'hui de supports et de symboles dans divers domaines relevant de la magie. Précisons avant d'introduire le sujet que nous ne traiterons pas pour l'instant des supports au sens matériel du terme, c'est-à-dire outils ou instruments physiques tels que grimoires, baguettes, bougies, etc. En effet, pour notre première rencontre avec ce thème, nous nous entretiendrons des représentations en tant que cadre référentiel des pratiques magiques. D'un point de vue humain, nous évoluons nécessairement dans un univers fait de représentations. En effet, le réel nous échappe inéluctablement. Mais qu'est-ce que le réel ? Vaste question. Tout simplement, si l'on ose dire, le monde immédiatement saisi dans toutes ses dimensions, qu'elles soient physiques, intellectuelles, spirituelles ou énergétiques, pour ne citer qu'elles. C'est dans ce réel que nous découpons arbitrairement une première représentation qualifiée de réalité. Mais celle-ci ne se trouve être finalement qu'un point de vue, dans la mesure où elle est bridée par nos capacités sensorielles. Si nous parlons par exemple d'infrasons ou d'ultraviolets, c'est proprement parce que notre audition et notre vision ne sont pas sans limite. Toute réalité se doit donc d'être qualifiée de perceptible, puisque ce que nous nommons ainsi n'est en fait que le résultat de notre compréhension et de notre interprétation du témoignage de nos sens. Ceci se vérifie quelle que soit l'échelle considérée, que l'on prenne en compte un être humain, un djinn ou même une souris. La connaissance directe et entière du réel, ce qu'Emmanuel Kant appelle le noumen, la chose en soi, ne pourrait en ce sens qu'être l'apanage du dieu abrahamique. Avant que tu ne partes, moi aussi j'ai une question à te poser. Allez-y. Quelle est-elle, cette vérité? Nous n'avons foi qu'en nous-mêmes. Nous percevons le monde tel qu'il est. Et qu'est-ce que le monde? Une illusion. Nous pouvons nous y soumettre, comme beaucoup, ou la transcender. Pourquoi la transcender? Pour admettre que rien n'est vrai et que tout est permis. Les lois n'émanent pas du divin, mais de la raison. Je réalise maintenant que notre credo ne nous ordonne pas d'être libres. Il nous ordonne d'être sages. La formule de ce cher Hassan ibn Sabah, que nous avons rencontré dans l'épisode consacré à la magie du chaos, « Rien n'est vrai, tout est permis », peut aussi être interprétée en ce sens. Surtout si l'on prend soin de lui adjoindre son complément « Tout est vrai, tout est permutable ». Contrairement à une interprétation aujourd'hui trop répandue, cette formule ne renvoie ni à un dogme ni à un credo, mais constitue une référence qui nous appelle à son propre dépassement. En effet, dans le domaine de la pratique magique, un point d'appui référentiel est nécessaire, car il permet de se relier autant conceptuellement qu'effectivement au monde qui nous entoure, tout en gardant à l'esprit que ce qui nous aide ne doit pas finir par nous enfermer. C'est en ce sens qu'un maître bouddhiste dira à son disciple « Si tu rencontres le Bouddha, tue-le ». Ceci signifie que toute forme, donc toute représentation réduite à elle-même, devient finalement incapacitante. Il ne faut bien entendu pas voir, dans ce que nous venons de dire, une remise en cause de la légitimité des représentations personnelles, y compris envisagée au point de vue de la pure subjectivité. Car toute relativité est en dernière analyse relative à l'être qui perçoit celle-ci, donc, en même temps, la construit. Il faut par conséquent insister sur le fait qu'une représentation quelle qu'elle soit n'a de valeur, d'un point de vue magique, que dans la mesure où elle demeure opérative. Une représentation se doit donc d'être située, cohérente, permutable et donc dépassable. Dire ceci, c'est affirmer que nos représentations, quelle qu'en soit la nature, ne sont qu'en définitive que des supports, c'est-à-dire toujours des moyens, et jamais des fins en soi.
Prenons l'exemple universel des symboles. Historiquement, dans l'Antiquité grecque, le symbole, symbolon en grec, désignait un objet que l'on peut couper en deux et dont les deux parties, une fois réunies, reforment un tout. Par ce système ingénieux, deux personnes possédant chacune la moitié de l'objet pouvaient se reconnaître mutuellement. Il était aussi possible de confier sa moitié de symbolon à un messager afin d'identifier l'expéditeur du message. Du point de vue qui nous intéresse, il est fondamental de comprendre que le symbolon n'a pas de valeur ni de sens par lui-même, mais qu'il est simplement signe de reconnaissance. Il s'agit donc, comme toute autre représentation, d'un simple support dont la seule raison d'être est de constituer un moyen et non une fin. Le symbole relie ses possesseurs à une situation d'interaction, entre eux ou avec le monde. C'est ceci qui explique que le mot ait pu finir par désigner non plus l'objet historique, mais la signification dont celui-ci était porteur. Le mot symbole connotant aujourd'hui directement l'idée de lien au monde, voire à des états subtils. La forme matérielle du symbole, point d'appui de la représentation, a ainsi été dépassée par un accès direct au sens. Voir dans le symbole le seul objet matériel qui le porte, c'est réduire le sens à la forme, donc s'enfermer dans une représentation. Le propre d'un instrument est d'être adapté à une tâche précise. Lorsque la tâche change ou que la conception que s'en fait l'acteur évolue, l'instrument doit être remplacé car il est devenu inadapté. Une représentation qui est à l'origine un support, donc un point fixe, peut de la même manière évoluer, se modifier ou être échangée contre une autre. C'est dans ce sens que Raymond Abellio peut écrire « Il faut mettre les symboles en perspective, les relier et finalement les effacer ». Si l'on prend l'exemple de la Chaos Magic, ceci se traduira par un changement de paradigme. Mais dans le cadre d'un autre système référentiel, une représentation peut tout aussi bien évoluer, même spontanément, en résonance avec l'évolution de la personne qui pratique. La seule règle intangible demeure l'adaptation de l'évolution aux nécessités de l'action. Je t'en prie, Seigneur, protège ton humble brebis, comme le berger qui veille sur son troupeau. Daddy Lalik, Tadi, Oso Waza, Madada Korle, Soso, Rosa, Baron. Oh, Didi Price, oh, Maman Troya. Selon la formule d'Arthur Schopenhauer, le monde est ma représentation. Si l'on dépasse la simple subjectivité produite par l'inévitable enfermement de chacun dans son propre ego, une représentation peut donc devenir un authentique support de l'action magique. Ce dépassement, tout en conservant le caractère irréductible de toute individualité authentique, permet l'échange sur le plan tant intellectuel que technique entre pratiquants d'obédiences diverses. C'est ce qui explique par exemple qu'une chaîne magique puisse se constituer entre personnes dont les sensibilités et les spécificités d'action sont différentes. Tant il est vrai que par-delà les sensibilités personnelles et les points de vue que chacun peut développer sur le monde, tous sont en fait reliés à un seul et même continuum. Mais ça, c'est un autre sujet.